On a tous cette tendance, non? Critiquer le système. On pointe du doigt les grandes entreprises, les politiques, les médias. Mais en même temps, si on regarde bien, nos petites actions de tous les jours, ce sont elles qui font tourner cette immense machine qu'on dénonce. C'est ce paradoxe-là, cette tension entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Alors pour y voir plus clair, on va suivre un petit parcours en 5 temps. On partira d'une contradiction qu'on connaît tous pour arriver, vous allez voir, à une question beaucoup plus profonde. Allez, on commence par une situation qui, je pense, va parler à tout le monde. C'est le point de départ parfait pour comprendre ce qu'on pourrait appeler le grand jeu du blâme. Cette phrase, on l'entend absolument partout, pas vrai? C'est devenu une sorte de critique de base de notre modèle de consommation. On se lamente, et souvent avec raison, de voir les petits artisans et les boutiques de quartier disparaître. Et paf, voilà la question qui fâche. Parce que, soyons honnêtes 2 minutes, la grande majorité d'entre nous, y compris ceux qui se plaignent le plus fort, continuent de remplir son caddie dans ces mêmes supermarchés. C'est là que le paradoxe nous rattrape. En fait, cette petite contradiction du quotidien, elle fait partie d'un schéma beaucoup plus large. On adore externaliser la faute. C'est tellement plus simple de trouver un coupable extérieur. Et même si ces critiques ne sont pas toujours fausses, loin de là, elles nous permettent surtout de ne pas trop regarder notre propre rôle dans tout ça. Bon, d'accord. Mais alors pourquoi on fait ça? Pour le comprendre, il faut soulever le capot et regarder un peu la mécanique sociale qui est à l'œuvre juste en dessous. Le concept clé ici, c'est celui-là, la responsabilité diluée. L'idée est toute simple. Plus il y a de monde impliqué dans quelque chose, moins on sent le poids de notre propre responsabilité. On a l'impression d'être juste une petite goutte d'eau dans un immense océan. Et ce système, il fonctionne souvent en 3 étapes. Tout en haut, un petit groupe de dirigeants prend les grandes décisions. Ensuite, des institutions, des entreprises, des administrations, elles exécutent. Mais l'étape la plus importante, c'est la 3e. C'est notre participation à tous, à travers des millions de gestes quotidiens qui donnent vie au système et le fait durer. Ce grand écart entre nos valeurs affichées et nos actions réelles, ça crée un malaise, un inconfort psychologique. À l'échelle de toute une société, on peut appeler ça une dissonance cognitive collective. Et pour calmer ce malaise, la solution la plus simple, c'est souvent de blâmer les autres. Et ça nous amène à une idée vraiment forte, inspirée par la philosophe Hannah Arendt. Le problème, ce n'est pas que les gens sont foncièrement mauvais, c'est que les systèmes les plus terribles fonctionnent souvent grâce à une multitude de petites habitudes, de gestes de tous les jours qu'on ne prend jamais le temps de questionner. Ok, maintenant on va changer radicalement d'échelle. On quitte le rayon des supermarchés pour aborder un sujet beaucoup plus grave. Et on va voir que bizarrement, les mêmes mécanismes sont à l'œuvre. C'est une affirmation qui peut choquer, je sais. Mais la logique de fond reste la même. Un système complexe, des décisions qui semblent loin de nous, et une participation diffuse de la population qui, au final, rend tout ça possible. En sciences politiques, on observe qu'une guerre moderne a besoin de 3 ingrédients pour être acceptée. D'abord, il faut fabriquer un ennemi bien identifiable. Ensuite, il faut raconter une belle histoire, un grand récit moral. Et enfin, l'étape cruciale. Il faut obtenir le consentement de la société, s'assurer que les gens adhèrent à cette histoire. La question qui tue, c'est donc pourquoi ça marche aussi souvent? Pourquoi est-ce qu'on finit par accepter ces récits, parfois même quand ils sont complètement bancals? Eh bien, la réponse, c'est au fond de nous. Elle est profondément humaine. La force qui nous pousse le plus à nous conformer, ce n'est pas tant la peur de la police ou de l'État, c'est la peur d'être rejeté par notre propre groupe. La peur d'être seul. La fameuse expérience d'Ash en psychologie l'a montré de façon bluffante. Notre besoin d'appartenir à un groupe est tellement puissant qu'il peut nous faire dire que du blanc est noir. On préfère souvent avoir tort avec les autres que d'avoir raison tout seul. Alors face à cette énorme pression sociale, est-ce que toute résistance est inutile? Eh bien, la source qu'on analyse aujourd'hui propose une piste. Une piste qui ne commence pas dans la rue, mais à l'intérieur de notre propre tête. L'idée, c'est de commencer par une sorte de résistance intérieure. Une hygiène mentale si on veut. C'est ce qu'on peut appeler la résistance cognitive. Concrètement, ça tient en 3 gestes. D'abord, se méfier comme de la peste des histoires trop simples, du genre les gentils contre les méchants. Ensuite, toujours questionner ce qui est présenté comme une évidence. Et enfin, oser être la personne qui, dans une discussion, dit simplement « Attendez, c'est peut-être un peu plus complexe que ça ». C'est une super approche, très exigeante, mais il faut être lucide, elle se heurte à un mur, un obstacle absolument gigantesque. Il suffit de regarder ce tableau pour comprendre. D'un côté, on a un individu seul, armé de son esprit critique. Et de l'autre, tout un écosystème d'informations avec des moyens colossaux, conçus pour nous servir des récits simples et efficaces. C'est un peu David contre Goliath. On arrive maintenant au bout de cette réflexion. Et tout ce chemin nous ramène finalement à une idée centrale sur ce que veut dire, au fond, être responsable. C'est peut-être ça, la phrase à retenir. Avant d'être un vote, avant d'être une action dans la rue, la responsabilité, c'est d'abord un acte de la pensée.
C'est cette vigilance qu'on s'impose à soi-même sur la manière dont on essaye de comprendre le monde. Et tout ça, ça nous laisse avec cette question finale. Une question immense en fait. Elle nous est renvoyée en pleine figure. Pourquoi est-ce qu'on préfère si souvent le confort d'une histoire simple à l'effort de l'analyse critique, même quand on sait que les conséquences peuvent être désastreuses? La réponse, elle est sans doute un peu dérangeante. Mais c'est peut-être en commençant par se poser cette question, très honnêtement, que quelque chose peut vraiment commencer à changer. C'est là, précisément, que la responsabilité prend racine.